Cette terre, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est un véritable miracle d'eau. Vecteur de vie, ce don de Dieu a permis à notre planète de s'enrober d'une végétation luxuriante. Il a permis également à l'homme d'assurer tous ses besoins. Cette eau est présente même dans l'édification des civilisations. Au Maroc, même la relative rareté de cette denrée n'a pas entravé l'émergence et l'épanouissement d'une civilisation brillante, une civilisation qui a pu se maintenir jusqu'à nos jours. Malheureusement, le développement durant les dernières décennies n'a pas véritablement pris en compte la préservation de cette ressource. Et à l'heure où la demande augmente, la qualité et la quantité de l'eau diminuent en raison de la pollution, de la dégradation des écosystèmes et de l'envasement des barrages. Ces situations s'aggravent de plus en plus devant une sécheresse persistante. Pour faire face à cette situation, le gouvernement marocain a entrepris plusieurs projets, parmi lesquels se distingue le PREM, projet de pérennité des ressources en eau du Maroc. Ce projet est le fruit d'une solide collaboration entre le département de l'environnement et l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Le projet Pérennité des ressources en eau du Maroc, PREM, essaye d'apporter quelques éléments de réponse à cette problématique, notamment en ayant des actions sur différents aspects des problèmes de l'eau, en l'occurrence l'envasement des barrages, la pollution industrielle et la réutilisation des eaux usées. C'est pourquoi nous avons mis en place 3 projets pilotes de démonstration, une station de recyclage du chrome des tanneries de Dokarat à Fès, un projet de réutilisation et de traitement des eaux usées à Drarga, près d'Agadir, et un projet de contrôle de l'érosion des sols à Nakhla, près de Téton. Ici, nous sommes dans le bassin versant Nakhla, l'un des bassins les plus peuplés des montagnes du Rif, au nord du Maroc. Dans ce terroir à agriculture de subsistance, les parcelles morcelées à l'extrême sont souvent insuffisantes, même pour nourrir les familles. En l'absence d'autres alternatives, la population a souvent eu recours à une exploitation abusive de son espace. Conjuguées à un relief accidenté et à une pluviométrie relativement élevée, les pratiques des populations rifènes ont engendré une dégradation rapide du couvert végétal. Et, par conséquent, rien n'a pu empêcher l'accélération de l'érosion. Un phénomène qui prive les terres de leur richesse minérale et organique. Ces pertes en sol agricole finissent par envaser le barrage situé en aval du bassin. Et si le phénomène de l'érosion continue de la sorte, il sera complètement envasé. Et par conséquent, la ville de Tétouan sera privée de l'une de ses ressources en eau. Pour éviter le pire, le département de l'environnement et ses partenaires ont décidé d'agir dans ce bassin. Là, un projet est déjà mis en œuvre. C'est un projet qui vise essentiellement à la réduction de l'érosion au niveau du bassin et par conséquent la protection de l'ouvrage hydraulique qui permet dans cette zone l'alimentation en eau potable de la ville de Tétouan. Notre approche est participative. Nous avons essayé au maximum d'associer les bénéficiaires depuis la conception jusqu'à la réalisation de ce projet. Certes, l'approche est participative, mais elle est également partenariale, étant donné qu'elle associe les différents acteurs concernés par la problématique du bassin. Citons à titre d'exemple les ministères de l'Agriculture, de l'Équipement, de l'Hydraulique, les Eaux et Forêts, les élus et l'Agence du Nord. La collaboration entre ces partenaires a été fructueuse dès le début.
Sur le terrain, elle s'est concrétisée par des interventions directes visant la stabilisation des sols. À cet effet, près de 130 000 plants d'oliviers ont été plantés en bourre et 60 000 de rosacées en irrigués. La réalisation de cette opération a pris en considération les besoins réels des populations. Les représentants du projet nous ont contactés pour savoir quelle espèce arboricole désirons-nous planter. Nous avions choisi l'olivier parce que notre région lui est très favorable. J'ai reçu plus de 500 plants d'olivier. Après, ils nous ont donné d'autres plants d'arbres fruitiers, tels que le pommier, le poirier et le cognacier. Je les ai plantés et ils poussent bien. Malheureusement, la plantation des arbres fruitiers a coïncidé avec une période de sécheresse menaçante. Et, pour protéger le jeune verger arboricole, le projet a réalisé l'aménagement d'une dizaine de sources, assurant ainsi un taux de réussite élevé. Mais planter les arbres n'est pas suffisant. Il faut aussi leur assurer une bonne conduite. Pour y parvenir, le Centre de travaux de Ben Krish a veillé sur l'amélioration des techniques et des pratiques des agriculteurs, surtout en matière d'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires. Ailleurs, là où les flots torrentiels peuvent causer le charriage des terres, des seuils et des gabions avaient été construits. Ces ouvrages avaient été ensuite renforcés par un traitement biologique, une opération qui consiste en la plantation de certains arbres, tels que l'acacia, le caroubier et le peuplier. Avec cet aménagement, les eaux ruissellent sans creuser la terre, ni emporter les richesses minérales et organiques des sols, des substances si importantes pour la croissance des plantes. Le résultat est là. Les agriculteurs s'en réjouissent. Ce sentiment est également éprouvé par les femmes. En effet, l'introduction des fours améliorés qui consomment moins d'énergie pourra les soulager de la corvée du bois. Elle pourra également offrir une autre chance à la forêt pour se régénérer. Cet espace, réputé par une biodiversité peu comparable, demeure un lieu favorable pour l'apiculture. Cette occupation a été introduite par le projet comme incitation à la promotion d'activités génératrices de revenus. La forêt du Rif est aussi un lieu à vocation d'élevage. Ici, le cheptel est dominé par les caprins. Et, pour en améliorer les performances et surtout réduire la pression sur la forêt et les parcours, le projet avait introduit, grâce au financement de l'Agence du Nord, une nouvelle race de boucs. Les agriculteurs en ont bénéficié gratuitement. Nous avons bénéficié d'une nouvelle race de bouc dont je suis satisfait des résultats obtenus. En effet, les chevreaux descendants du croisement ont une conformation plus importante en ce qui concerne le poids vif et le rendement en viande. Ils peuvent atteindre presque le double du poids des races locales. Ils ont une forme du corps plus intéressante, surtout en ce qui concerne la taille et la qualité des poils. À travers l'aménagement du bassin, le projet PREM va pouvoir diminuer la pression sur un espace très fragile. Il pourra également réduire l'envasement du barrage Nakhla, évitant ainsi une sérieuse insuffisance d'eau pour la ville de Tétouan. Non loin de Tétouan, une autre ville a bénéficié des interventions du projet PREM. Il s'agit de Fès. Ici, dans cette ville impériale, la problématique de l'eau est très inquiétante. Chaque jour, les industries, dont les tanneries, rejettent des tonnes de polluants organiques. Ces derniers se vident directement dans l'Oued Fès, un affluent de l'Oued Sbou. Conscient de la situation, le projet PREM a proposé l'installation d'une station de récupération de chrome.
Cette solution fut l'objet de plusieurs consultations et d'une vaste campagne de sensibilisation. Un processus qui a abouti, en fin de compte, à l'adhésion des différents partenaires. Concernant les tanneurs, ils ont pris en charge la construction des canalisations à l'intérieur des tanneries. Ces dernières ont été reliées au canal principal. Quant à la régie de Fès, elle se chargera de la gestion de la station. Le projet Doukarat consiste au traitement des eaux chromées du secteur de Doukarat, qui représente quelque chose comme 30 à 40%. Il s'agit de 14 tanneurs. Bien entendu, l'ensemble des eaux chromées de la ville de Fès représente 300 kg par jour de chrome rejeté dans le semoule sans aucun traitement. Et conformément aux orientations des études du plan directeur, nous avons opté pour le traitement des eaux usées pour un lagunage anaérobique. Et il est indispensable à ce qu'il y ait un pré-traitement à la source au niveau de Doukarat, au niveau des autres tanneurs. Cette station, qui a une capacité de traitement de 50 mètres cubes pour 8 heures, reçoit toutes les eaux rejetées par les tanneries de Doukarat. La concentration moyenne du chrome dans ces rejets est supérieure à 6000 mg par litre. Mais après le traitement, elle ne dépasse pas 1 mg par litre. Toutes les quantités de chrome récupérées seront vendues aux tanneurs pour être réutilisées. Ainsi, et chaque année, la station empêchera le rejet de 55 tonnes de chrome dans les eaux de l'Oued Fès. Les résultats obtenus sont encourageants. Toutefois, et pour que les eaux de l'Oued Fès puissent retrouver leur vitalité, il est nécessaire que les margines des huileries et les métaux lourds des dinanderies soient aussi éliminés. De même, les eaux usées de la ville doivent être traitées. En réalité, les eaux usées représentent un danger qui pèse lourd sur l'environnement marocain. Dans certaines zones, elles sont déversées à l'état brut dans la nature. C'est le cas de Drarga, une commune tout près d'Agadir. Ici, les rejets résiduaires ont sévèrement contaminé la nappe phréatique, remettant en cause une agriculture en plein essor, alors que des lacs insalubres sont venus détériorer la qualité de vie et l'hygiène de la population. Face à cette situation, les habitants de la commune de Drarga se sont résolument engagés dans la recherche de solutions appropriées. C'est ainsi que dans le cadre du projet PREM, une station de traitement et de réutilisation des eaux usées a été réalisée. La région de Souss-Massa a connu un déficit hydrique évalué d'après les ressources officielles à 40 millions de mètres cubes par an. Ce déficit hydrique qui est dû à la sécheresse, à l'exploitation excessive de la nappe phréatique et au développement touristique, urbanistique de la région et de l'agriculture. Une exploitation excessive des ressources hydriques qui, pour résoudre ce problème ou bien pour remédier à ce problème, une exploitation rationnelle et une évaluation et la protection des ressources hydriques s'avère nécessaire et ce projet s'inscrit dans cette stratégie. Avec une capacité de 1000 mètres cubes, cette station est capable de recevoir quotidiennement toutes les eaux usées de la commune. Ces eaux passent tout d'abord par un dégrilleur et arrivent dans un bassin pour un traitement primaire. Le traitement secondaire consiste à épandre les effluents sur des filtres à sable. Finalement, elles passent par une roselière. Là, elles subissent un traitement biologique avant d'être stockées dans un bassin étanche. Et pour s'assurer de la qualité de l'eau obtenue, certaines analyses se font au laboratoire de la station. Cette station a été conçue pour le traitement de 1200 mètres cubes par jour. Pour le moment, les quantités traitées quotidiennement ne dépassent pas les 600 mètres cubes.
Ici, la qualité des eaux traitées est définie à travers toute une série d'analyses, dont certaines se font en dehors de la station. Les résultats obtenus démontrent que les eaux traitées dans la station sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé et peuvent être utilisées dans le domaine agricole sans aucune crainte. Avec une qualité conforme aux normes internationales, les eaux épurées peuvent être utilisées dans l'irrigation de plusieurs cultures, notamment celle du blé, des cultures fourragères et maraîchères. Outre l'eau d'irrigation, la station produit également de l'énergie à travers le méthane émanant des bassins anaérobiques. Les boues résiduaires sont vendus comme compost, les roseaux eux aussi sont commercialisés. Pour être juste, la station peut assurer son autofinancement. Elle peut également offrir un environnement sain pour les citoyens de la commune. Avant, nous avions beaucoup de problèmes, à cause d'une part des mauvaises odeurs et d'autre part des moustiques qui s'acharnaient à la population, surtout en été. Actuellement, et avec la construction de la station, notre environnement est devenu propre, ce qui a encouragé les gens à venir s'installer ici et à investir dans la commune du Delga. La réussite de cette station ainsi que les bons résultats obtenus des autres projets étaient des facteurs encourageants pour les décideurs du PREM. Désormais, le Maroc bénéficierait d'autres projets. Nous avons mis en place une stratégie de vulgarisation qui vise à disséminer les acquis des différents projets pilotes et qui est basée sur les piliers du projet PREM que sont l'approche participative, le partenariat institutionnel et la mise en place de technologies appropriées. Cette stratégie va continuer avec un nouveau projet, l'activité WPM, qui se focalise dans la région du Souss-Massa et dans d'autres régions du Maroc où des projets similaires peuvent être mis en place. Au cours des prochaines années, le PREM compte réaliser d'autres projets. Mais son ambition n'est pas seulement de faire bénéficier une région de tel ou tel service, mais aussi de montrer des solutions qui, en cas d'appropriation, peuvent d'ores et déjà faire espérer au Maroc un environnement mieux préservé pour un monde meilleur.